et bienvenue dans ce nouveau numéro de Totalement Fibré sur le plateau vidéo d'Univers Freebox avec toute l'équipe d'Univers Freebox, en tout cas une grosse partie. Une grosse partie, je parle pas spécialement de toi Lucas. Merci. Mais en tout cas, tu es là toutes les semaines et tu vas nous parler de quoi? Alors je vais vous parler un petit peu du bulletin de notes attribué par l'UFC Que Choisir aux opérateurs fixes et exceptionnellement cette semaine, ce sera moi qui m'occupera de l'instant test. Oui, il y a moyen qu'on rigole bien. Ouais, j'espère que non, finalement. On verra ça tout à l'heure. On continue avec Max. Bonjour Max. Salut Olive. Alors tu vas nous parler de quoi? Alors je vais vous demander d'être très attentif ce soir parce que je vais vous parler des raisons principales des ruptures amoureuses entre les abonnés et les opérateurs en 2020. Puis on se retrouvera à plusieurs reprises, notamment pour le Free Fight, et je vais vous donner mes projections concernant Free. Ok, d'accord, un peu comme Madame Soleil. On réfléchit, en documenté. D'accord, on voit ça tout à l'heure. Et enfin, le petit dernier qui est Dimitri. Bonjour Dimitri. Alors il y aura aussi un dis-nous bulletin tout. de notes du coup pour les opérateurs mobiles et je vous parlerai ensuite d'un chiffre de la semaine en rapport avec cet appareil qui est ici. Ce joli appareil, on se demande ce que c'est, ben on le saura tout à l'heure. Voilà. On enchaîne tout de suite, comme chaque semaine, avec le gros dos. Il est consacré cette semaine à toute une série de classements et d'observatoires qui ont été lancés pour savoir quel était le meilleur opérateur, entre autres. Et on commence tout de suite par le palmarès des box, qui a été proposé par l'UFC Que Choisir. Quel est le meilleur opérateur box? On va le savoir avec Lucas. C'est la bonne question puisque pour la nouvelle année, UFC Que Choisir a dévoilé le bulletin de notes de chaque opérateur. Alors, qui s'en sort avec les félicitations? Qui pourrait se faire taper sur les doigts? On va voir ça tout de suite. Voyons tout d'abord le classement global sur le fixe en 2020. Alors, Orange est premier avec une note de 14,3 sur 20. Soch le suit avec 13,8 sur 20. Free est troisième avec 13 sur 20. Red by SFR a dépassé Bouygues Telecom avec 12,4 sur 20. Bouygues Telecom, lui, c'est 12,3. Et par contre, le cancre de l'année, malgré tout, c'est SFR comme depuis plusieurs années. Alors, ce palmarès, il n'est pas établi de manière arbitraire. Il y a plusieurs critères qui sont pris en compte, notamment la satisfaction, la conflictualité, le contrat, la commercialisation, c'est-à-dire le réseau de boutiques, le délai de raccordement, le taux de panne et le taux de réparation pour 95% d'entre elles. Alors, on va voir un petit peu ensemble quels sont les points forts et les points faibles de chaque opérateur d'après cette étude de l'UFC Que Choisir. Alors Orange, qui est donc premier, est plébiscité malgré sa box vieillissante et ses forfaits plus chers que la moyenne, puisqu'il a des abonnés très fidèles, il propose une grande couverture en fibre et en ADSL, et il est salué notamment pour la fiabilité de son réseau. Soch, pour sa part, forcément bénéficie un petit peu des mêmes avantages que Orange au niveau de la fiabilité du réseau, par exemple, mais il est pénalisé par l'absence totale de boutique. Forcément, la commercialisation est le seul point où il a été noté très mauvais par les sondés du FC Que Choisir. Free, donc le troisième, s'améliore, mais de nombreux clients se sont quand même plaints des délais de livraison de la Freebox Delta plus Pop. On vous en parle assez régulièrement. Il a cependant pour lui comme avantage ses services, son service technique performant et son image d'opérateur dynamique. On passe ensuite à Red, donc, qui a dépassé pour la première fois Bouygues Telecom. Alors, au niveau des points noirs de l'opérateur, on a le temps de réparation et la commercialisation. C'est le même problème qu'avec Soch. Il n'a pas de boutique, donc mauvaise commercialisation. Par contre, ses points forts, c'est un bon rapport qualité-prix, d'après les abonnés, d'après les utilisateurs sondés, et un risque de litige assez faible, explique l'UFC Que Choisir. On arrive ensuite à Bouygues, qui est le seul opérateur à avoir son taux de satisfaction baissé. Et il a notamment souffert de sa politique d'augmentation automatique des forfaits et également d'avoir lancé de nouvelles offres assez chères, je cite UFC Que Choisir, sans pour autant procurer un service de meilleure qualité. Et enfin, on va terminer avec le dernier de la classe, SFR. Alors la note, c'est le seul à l'avoir en dessous de la moyenne, mais il y a une amélioration quand même de la satisfaction d'environ 7 points. Mais seulement 2/3 des clients sont contents de leur opérateur et le service, la qualité du service est jugée insuffisante pour un opérateur de cette envergure. Donc il va falloir faire beaucoup mieux l'année prochaine. Ok, merci. C'était long, mais en tout cas, c'était complet. C'était le but. Donc là, on a parlé du fixe, des box en tout cas. On va parler maintenant du mobile. Voilà, il y a un classement Qu'en est-il similaire pour le en termes de mobile. mobile? Il y a un classement similaire pour le mobile. Alors, Toujours Orange, par l'UFC Que Choisir. voilà. Orange n'est pas premier. C'est la première fois d'ailleurs, comme le souligne l'UFC Que Choisir, qui perd sa première place. Par contre, du coup, ça arrive. Alors, la place est récupérée par Soch. Alors, je vais vous donner les différentes notes. On a avec d'ailleurs ce qui a aidé ces notes. Alors, il y a 14,8 sur 20 pour Soch,
qui est perçu comme un bon rapport qualité-prix, donc avec la fiabilité du réseau Orange et les tarifs plus attractifs. Vous avez Orange, haut taux de satisfaction, faible nombre de litiges, mais une attente au regard des prix qui sont plus élevés que chez les concurrents. Ensuite, il y a Red by SFR qui a été aidé par ses offres attractives. Maintenant, on attend de voir parce qu'on sait qu'il y a des augmentations de forfait, enfin des évolutions qui sont légales mais pas très bien perçues Oui, ça par les bouge très abonnés. vite chez Red by Voilà. SFR. Ensuite, dans un mouchoir de poche, on a avec 12,8 ou 12,7, on a la Poste Mobile, Free Mobile, Bouygues et EI Télécom. EI Télécom, pour rappel, c'est un opérateur virtuel, Énergie Mobile, Auchan Télécom, c'est du compte mobile. Ce qui peut paraître assez étrange puisque la Poste Mobile est un MVNO et ne dispose pas de son propre réseau, à contrario de Free Mobile. Ouais. Alors, on parle de Free Mobile. Alors, il a des forfaits qui sont complets, un service client qui est jugé efficace. Par contre, il reste, aux yeux du UFC Que Choisir, pénalisé par le réseau qui est moins bon que chez les concurrents. Ensuite, on termine par SFR. Alors, comme dans le fixe, dernier de la classe, la seule note en dessous de la moyenne, donc un 8 sur 20, et qui est pénalisé par un nombre de litiges demeurant, je cite, plus important que chez les concurrents. En fait. D'accord, donc sur les deux tableaux, que ce soit le fixe ou le mobile, SFR arrive dernier. Voilà, dernier de la classe dans les deux cas, et Orange et sa filiale Soch, du coup, dans les premières places. Ok, donc vous pouvez retrouver l'étude complète dans le magazine UFC Que Choisir. De mars, de mars prochain. De mars prochain, voilà, on a eu les résultats un petit peu en avance, mais l'étude complète sera disponible pour les abonnés du UFC Que Choisir. Du UFC Que Choisir. On continue avec une autre étude qui a été faite sur les résiliations. Pourquoi on quitte son opérateur? Tu vas tout nous dire, Max. Déjà, pourquoi avez-vous déjà peut-être un jour quitté votre opérateur? Alors moi, tout simplement parce que j'aime pas l'administratif et que je déteste. Parce que tu es bien chez Free, je suppose. Et parce que ça me convient déjà, oui, premièrement, voilà. Mais Bon, c'est le côté flemmard. je suis assez flemmard pour. Sur le mobile, c'est que des portabilités. C'est plus compliqué sur le fixe. Sur le fixe, c'est plus compliqué. Ouais. Moi, j'ai jamais changé non plus d'opérateur. Moi, ça va pas tarder, une augmentation imposée. Donc, c'est pas les quelques euros qu'on me demande, c'est le principe. Chez Bouygues Télécom. Oui, voilà. Bien, on va en parler. Donc, comme chaque année, le leader de la résiliation, résilier.com, dévoile son observatoire. À votre avis, eh bien, Des résiliations. Jusque-là, on te suit. À partir en fait des lettres envoyées en recommandé avec accusé de réception. Alors c'est une photographie qui n'est pas forcément exacte puisque l'observatoire ne prend pas en compte notamment les portabilités des numéros fixes et mobiles. Alors qu'est-ce qui a poussé donc en 2020 les abonnés Orange, Free, SFR et Bouygues à quitter leur opérateur? Alors d'une manière globale, c'est l'insatisfaction du service client qui l'emporte, suit le démarchage téléphonique intempestif, puis les prix jugés trop élevé. Donc, tout cela participe donc, aux résiliations. Alors, on va regarder de plus près ce qui s'est passé chez Free. Alors, l'opérateur est celui où les abonnés regrettent le plus le manque d'efficacité justement du service client, avec 35% de résiliation. À noter aussi, Lucas en a parlé tout à l'heure, les problèmes de logistique. Donc dans le viseur, les problèmes de livraison des offres Delta Pop, donc avec plus de 6 mois de retard. Alors, en revanche, la question des prix et un possible attrait pour une offre concurrente sont très peu représentées, avec seulement 11%. La raison, les offres de Free, mais aussi les ventes privées, séduisent les abonnés et les prospects. Alors on passe chez SFR. La raison numéro 1, comme chez Free, c'est l'insatisfaction du service client. Cette fois-ci, c'est 32% des résiliations. Alors la hausse des prix appliquée chez SFR, notamment chez Red by SFR depuis 2019, pèse beaucoup dans les résultats. Donc les clients fuient, donc c'est 13% des résiliations. Alors on passe désormais à Orange. Alors l'opérateur historique est présenté comme la valeur sûre. La satisfaction client est au beau fixe, même si 27% des abonnés se disent quand même déçus. La qualité de service est aussi très bonne, mais comme tout le monde, l'opérateur historique a aussi son talon d'Achille. Les prix jugés trop élevés, c'est 11% des résiliations. Et à noter que quand les abonnés d'Orange quittent leur opérateur, ils vont généralement le plus souvent chez Free. Et puis enfin, on termine avec le meilleur de la classe, qui est Bouygues Télécom. Alors c'est l'opérateur qui compte le moins de résiliations. On peut aussi le comprendre puisque c'est l'opérateur qui, notamment sur le fixe, compte le moins d'abonnés. Ça aide. Alors, ce qui est mis en avant, c'est son bon positionnement, son rapport qualité-prix et la transparence de ses offres. C'est à relativiser puisque Bouygues Télécom est aussi coutumier du fait, comme Red by SFR, des hausses automatiques du prix de ses forfaits, notamment à vie sans possibilité de résilier. Mais voilà, Bouygues Télécom est présenté comme l'opérateur qui compte le moins de résiliation. Ok, merci. Donc c'est pour l'année 2020, effectivement. Pour l'année 2020. Bouygues Télécom a commencé à faire ses augmentations depuis 2019. Mois. Depuis 2019. Ah, bah. Ouais. Comme quoi.
sans transition absolument aucune. On va s'intéresser au déploiement du réseau fixe et mobile de Free. L'opérateur a annoncé des chiffres impressionnants, tant en termes de nouvelles antennes qu'en termes de déploiement fibre. Et au-delà du fait de déployer, il veut aussi être mieux disant en termes d'écologie, c'est-à-dire consommer moins. Vous ne le savez peut-être pas, mais à partir du moment où on transforme une ligne ADSL en une ligne fibre optique, on consomme énormément moins d'énergie. Donc d'où l'intérêt de transformer tout le réseau fixe cuivre en réseau fibre. On explique tout ça, enfin c'est pas nous qui l'expliquons, c'est un reportage d'Iliade. On regarde tout ça en tout cas maintenant. Aujourd'hui, le groupe Iliad dispose de près de 19 000 sites mobiles et 18 millions de prises fibres commercialisables. Et d'ici 2024, nous aurons plus de 24 000 sites mobiles et 30 millions de prises fibres commercialisables. Le déploiement de nos réseaux fixes et mobiles est en effet au cœur de notre mission, puisqu'il s'agit d'apporter le très haut débit pour tous. Et il ne peut y avoir de très haut débit ou de connectivité sans réseau. Ces dernières années, le déploiement de nos réseaux fixes et mobiles s'est considérablement accéléré pour répondre à 3 enjeux. Le premier, c'est la hausse constante des usages. Le second, c'est apporter la meilleure connectivité et donc la meilleure technologie. Le dernier, c'est répondre à nos obligations et à nos engagements de couverture qui sont toujours de plus en plus élevés. Évidemment, l'utilisation de nos réseaux fixes et mobiles consomme de l'énergie. Mais leur performance énergétique s'est beaucoup améliorée ces dernières années, permettant de stabiliser la consommation globale. C'est notamment grâce aux choix que nous faisons sur les technologies et sur les équipements. Et aujourd'hui, nous décidons d'aller encore plus loin. En ce qui concerne nos réseaux fixes, ce que nous faisons en priorité, c'est la migration de nos abonnés du cuivre vers la fibre. Parce que, peut-être vous ne le saviez pas, mais la fibre est une technologie éco-performante. Elle consomme 0,5 watts par ligne, c'est-à-dire 3 fois moins que la DSL. Grâce à la vitesse de ses débits, la fibre permet d'accompagner la hausse des usages de nos abonnés tout en maîtrisant la consommation énergétique. En parallèle, nous sommes engagés dans plusieurs chantiers visant à optimiser la consommation énergétique de nos équipements sur les réseaux. Par exemple, s'agissant de nos DSLAM, nous optons pour des équipements plus petits, donc plus compacts, et qui consomment 20% d'énergie en moins. Nous travaillons par ailleurs à l'allongement de la durée de vie de nos équipements, en favorisant leur réutilisation en amont sur nos réseaux. C'est l'ensemble de ces actions qui va nous permettre sur les prochaines années de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'utilisation de nos réseaux fixes. Voilà, vous savez tout en ce qui concerne le déploiement de la fibre, des économies d'énergie qui vont être réalisées grâce à ça. On enchaîne avec Lucas, tu nous as promis que c'était toi qui allais faire l'instant test. Je vais faire au mieux. On a peur, je crains le pire. En tout cas, on va lancer le jingle et on va voir ce dont tu es capable. Alors cette semaine, ce que je vais vous présenter, c'est la nouvelle interface Android TV déployée par Google. Je vais vous présenter la principale nouveauté et également comment faire cette mise à jour pour y accéder. On va basculer tout de suite à l'interface de la Freebox Pop. Alors, on va quitter le petit écran de veille. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir directement, la principale nouveauté de cette mise à jour, C'est la seule. C'est la seule nouveauté, c'est le bandeau de recommandation de contenu et une éditorialisation des contenus disponibles sur les plateformes présentes sur votre appareil. Donc là, typiquement, voilà, on va avoir des contenus de la part de France TV, des contenus de la part qui proviennent de Disney. Et donc, c'est des contenus qui sont de plateformes, de services utilisés par les abonnés. C'est ça. C'est ça. Donc justement, c'est une éditorialisation qui se retrouve un petit peu sur Google TV, la nouvelle interface de Google, qui n'est pas encore déployée. Elle y ressemble, ça n'est pas encore exactement ça. En tout cas, on va vous montrer comment y accéder facilement. Donc, concrètement, il faut avoir téléchargé l'application pour avoir des recommandations. Il faut avoir mis à jour l'application, une application Mais les spécifique. recommandations concernent uniquement les applications qui ont été Ah oui, téléchargées. oui, complètement. Et donc là, pour y accéder, il va falloir se rendre sur le Play Store. Donc là, on s'y est rendu tout de suite. Vous allez dans vos profils, donc c'est en haut à droite, gérer mes applications et les jeux. Et donc vous avez la liste des mises à jour disponibles. Alors nous, évidemment, on l'a faite. Donc elle est dans cette liste sur ces appareils. Il faut donc sélectionner Android TV Home. Vous vous y rendez et il vous sera proposé d'y faire une mise à jour. Donc, comme c'est expliqué, Android TV Home, c'est simplement le point de départ pour le lancement de tout service sur Android TV. Une fois que vous avez fait la mise à jour, il suffira de redémarrer votre box pour bénéficier de cette nouveauté.
Ok, donc c'est bien que sur la Freebox Pop. Pas sur la Freebox Mini 4K. Ce n'est pas encore concerné. Et pour accéder à cette interface, il faut appuyer sur la touche Maison, parce qu'on accepte... Ah oui, vu qu'on est lancé sur Rocky, il faut d'abord retourner sur Android TV, effectivement. Ok, merci Lucas. Bon, c'est pas trop mal. Bon, bah merci. Je m'attendais à pire, mais finalement, tu en es bien sorti. On enchaîne avec la rubrique suivante, qui est le Up and Down. Les coups de cœur ou les coups de gueule de la semaine. Lucas va nous donner un coup de gueule, ou en tout cas quelque chose qui t'a pas plu. Exactement, puisque c'est une bonne nouvelle finalement pour certains acteurs, notamment ceux qui effectuent du démarchage téléphonique. En revanche, c'est une nouvelle qui peut un petit peu agacer les utilisateurs, puisque le Conseil d'État a annulé 2 décisions datant de août 2019 de l'ARCEP concernant le démarchage téléphonique. Alors, ça concernait surtout la restriction de numéros et d'indices utilisés par les centres d'appel, donc les 01, 02, 03, etc. En somme, certains indicatifs étaient interdits en l'absence de mécanismes d'authentification et d'autres étaient tout simplement interdits pour tous les services qui étaient automatisés. Le Conseil d'État a invalidé cette décision le 12 février 2021, donc arguant que ce n'était pas le rôle de l'ARCEP de restreindre ses possibilités, que c'était bien le rôle de 2 ministères bien précis, d'autant plus qu'une loi votée en juillet 2020 avait déjà fait peser beaucoup d'obligations assez lourdes de blocage sur les opérateurs. Ok, donc c'est une assez mauvaise nouvelle pour les abonnés qui risquent du coup d'être un peu plus... C'est un peu chier sur le coup là. Après, ils respectent la Constitution, c'est très bien. C'est aussi ça, chacun sa place. Et comme j'ai pu le dire précédemment, le démarchage téléphonique est aussi l'une des grandes raisons des résiliations chez les abonnés. Oui. Ok, merci pour cette très mauvaise nouvelle, Lucas. Mais on va avoir le cœur un peu plus de joie grâce à toi, Max, qui va nous proposer il y aura le toujours des insatisfaits, mais j'ai envie de dire à fond la fibre. Alors vous le savez, depuis le confinement 1, l'appétit des Français pour la fibre est grandissant. On a besoin d'une meilleure connectivité pour le télétravail, etc. Il faut dire que les déploiements s'accélèrent aux 4 coins de la France, et cela se manifeste aussi dans les recrutements d'abonnés FTTH. Alors, coup sur coup, même la même matinée, Orange et Bouygues Telecom ont dévoilé leurs résultats annuels, c'était hier. Alors, Orange a frappé très fort, a battu son propre record avec 388 000 nouveaux abonnés. Alors, environ un abonné sur 2 est issu d'une nouvelle souscription, le reste provenant d'une migration. Orange a perdu 283 000 abonnés ADSL. Soustraction faite, il a gagné 110 000 nouveaux abonnés fixes. Donc c'est un très très bon score. Dans le même temps, Bouygues fait fort aussi, mais à son niveau, avec 226 000 nouveaux abonnés au 4e trimestre. Je rappelle, résultat annuel, mais là je vous parle des chiffres donc enregistrés au 4e trimestre. Donc 110 000 nouveaux abonnés fixes pour Bouygues Telecom, qui a quand même un bon ratio au fil des trimestres. Alors c'est la première fois que Bouygues passe la barre des 200 000. Seul Orange et Free l'ont déjà réalisé depuis pratiquement 1 an, trimestre après trimestre. Donc tout va bien, on attend les résultats de Free qui devraient, je pense, peut-être pas arriver au niveau d'Orange, mais en tout cas fera mieux que Bouygues, et puis SFR qui reste quand même à la traîne en termes de recrutement. Bouygues est très loin aussi, donc ils font des bons chiffres, mais ils sont Bouygues très loin. Bouygues est très loin, mais Bouygues est en constante évolution. Au dernier trimestre, il me semble que Free avait engrangé 296 000 nouveaux abonnés. Bouygues est à 226 000. L'écart se réduit un petit peu. On va attendre les résultats de Free. Il y a vraiment une vraie évolution du côté de Bouygues. Il y a un Bouygues. groupe de tête qui est Orange et Il y a Free. il y a les cadors, et il y a aussi Bouygues, il y a Bouygues derrière, et SFR qui est encore plus derrière. Ok, merci Max pour ces bonnes nouvelles. On enchaîne tout de suite avec le chiffre de la semaine. Et vous le savez, c'est Dimitri qui va vous le donner. L'appareil juste là, voilà. Donc c'est en rapport avec l'appareil qu'on va voir à l'écran. L'appareil. Oui. Je sais pas ce que c'est. Tu le présentes en retard, il est sorti en 2020. Voilà, en 2020. Donc c'est le chiffre 2020, mais c'est... Et c'est aussi un autre chiffre, c'est son prix. Donc on l'a testé, vous pourrez retrouver le test sur on le voit pas très Universal bien. Tu peux l'allumer parce que là on voit rien Ouais. du tout. C'est le Galaxy Z Fold 2, donc de Samsung. Le Voilà, 2. on a déjà testé le 1, là c'est le 2 qu'on teste. Voilà. Alors comme on peut le voir, il y a toujours l'arrêt au milieu. Voilà, donc on va dire il y a eu des améliorations. Par exemple, l'écran, il s'est doté de poinçons aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça a permis d'avoir un écran moins étriqué à l'extérieur. Si vous vous souvenez, il y avait des grosses borderies en haut et en bas. Là, vous aviez une énorme encoche juste ici.
Alors par contre, comme tu dis, il y a toujours la pliure qui se voit encore. Et aussi, il y a toujours le côté massif dans la poche. En fait, on l'a testé, vous pourrez voir le test sur univerfreebox.com. C'est une bonne tablette pour le contenu à la maison. Par contre, en smartphone, c'est pas du tout, c'est pas confortable. En fait, il y a toujours le côté massif. On le rappelle, le prix est surtout 2000 déjà quand on a plus de 2000 euros. Non, mais là, il glisse un peu des mains, il vaut 2020 euros. Alors quand on vous l'a prêté. Alors quelle est la grosse différence en dehors des bords par rapport à la après, version il y a précédente? les composants côté mise à jour. Et mis à jour, il y a plus de performance, les capteurs photos sont toujours aussi bons, la charge sans fil est bonne aussi. Enfin, tout est bon. Par contre, c'est pas un smartphone encore que. Honnêtement, on est content de revenir à un smartphone comme ça. Là, c'est le Galaxy S21, dont vous aurez les tests lundi d'ailleurs. On est content de revenir sur un smartphone classique. Parce qu'en fait, là, du coup, on paye 2020 euros, mais pour quelque chose qui est un mauvais smartphone au final. Donc, il y a trop d'inconvénients pour mettre dans ce Alors, on précise, régulièrement, on vous fait gagner les téléphones qu'on teste. Celui-là. Par contre, celui-là, Ce ne sera pas possible. ça ne sera pas possible. Il le récupère à Ils la le fin. font dans les rédactions. Ok, merci beaucoup Dimitri. On passe tout de suite à l'info à toute vitesse. Alors, comme chaque semaine, Free a lancé une énième vente privée. Alors, je vous rappelle un petit peu en quoi elle consiste. Il s'agit de son forfait à 19,99 € avec un engagement de 24 mois et avec aussi un smartphone offert. Alors, cette semaine, il s'agit au choix de l'iPhone 7 en très bon état ou l'iPhone 8 en bon état. Alors, on vous l'a annoncé sur Univers Freebox, il y a aussi une petite nouveauté pour ceux qui ont décidé de souscrire à cette vente privée. Vous avez désormais la possibilité de choisir le jour de livraison, mais aussi le créneau horaire. Alors, avis aux abonnés Freebox Mini 4K et Pop, un nouveau service de streaming est depuis ce matin disponible. Je ne suis pas certain qu'il puisse convenir à tout le monde. En tout cas, il va convenir aux fans de télé-réalité, pas les Marseillais, mais télé-réalité américaine. Alors, son nom, c'est IU. Il est proposé à 4,99 € par mois avec une période d'essai de 7 jours. Alors, le seul problème, nous avons essayé de le tester, c'est que pour le moment, les contenus ne sont pas proposé avec un sous-titrage. Donc, C'est en anglais, Avec un sous-titrage français. pas de sous-titrage français. Oui, je parle de télé-réalité américaine. donc, on se doute bien qu'ils parlent en anglais le programme n'est et pas en autrichien. Le programme est en anglais, il n'y a pas de sous-titrage français. Il n'y a pas de sous-titrage. Donc, Il y a des lance en sous-titres France. anglais. Si vous êtes anglophone, ça marche. La description aussi des télé-réalités, aussi souvent en anglais. Bon, voilà, les Est-ce traductions sont encore pas qu'il est faites. question, vu que ça sort en France, est-ce qu'il est question de faire des télé-réalités françaises sur ce service? On n'a pas d'informations. C'est un service d'NBC Universal qui est disponible maintenant dans 27 pays. Voilà, donc dans les prochains jours, on va suivre ça de près. On espère que les sous-titrages seront disponibles. Alors, je continue. Free envoie actuellement un mail, une bonne nouvelle pour les fans de lecture. Le service Ubooks, donc le service de streaming en ligne, est offert le premier mois. Il s'agit de l'offre spéciale créée pour Free, donc premier mois offert, puis 7,99 €. Et puis je termine avec la carte d'éligibilité à la fibre optique de Free qui a été mise à jour il y a 2 jours, il me semble. Donc c'est l'occasion pour les personnes qui attendent de pied ferme la fibre de constater si vous êtes éligible ou pas. Vous pouvez toujours être prévenu aussi de l'évolution du raccordement. Voilà. On va avoir la carte à l'écran? Je ne l'ai pas prévu. Ah d'accord, bon bah c'est pas prévu dans ce cas-là. Merci beaucoup Max. On enchaîne et vous le savez, on termine à chaque fois par le free fight et on va se fighter. On va parler, cette semaine a été l'anniversaire, les 22 ans de Free. Le 18 février 1999, Free se lançait dans Internet. Vous imaginez bien, à l'époque, c'était pas de la DSL, c'était du RTC et on a conservé, alors c'est pas le premier, on peut voir, C'est une antiquité. Hein. je sais pas si on peut, parce que là on le voit pas bien, on peut faire un petit zoom. Voilà, donc c'est pas le tout premier, mais en tout cas, il fallait installer ce kit de connexion pour bénéficier du RTC à 56 kg par seconde, ce qui était très peu. L'avantage, c'est que c'était gratuit à l'époque, il n'y avait pas d'abonnement à payer, il fallait payer juste les minutes de communication. Ça a beaucoup évolué depuis. Free a révolutionné le monde des box, enfin, il a inventé les box en tout cas. On va se poser la question, que reste-t-il à Free pour les prochaines années, ou les 22 prochaines années? C'est un petit peu Soyons loin. fous. Que manque-t-il à Free? Il a des projets, mais il a aussi des lacunes. On va se poser la question, que devrait améliorer Free pour les prochaines années? Tu voulais prendre la parole, je crois, Max? Non, en pas premier. forcément, mais je peux y aller. Je te l'aide. Il y a beaucoup de nouveautés déjà à court terme qui sont attendues. Je vais passer assez rapidement en revue ces dernières. Alors, on attend l'eSIM pour les nouveaux abonnés. La VoLTE qui était censée être lancée en même temps que la 5G, il y a le Dolby Atmos. Par contre, moi, ce que j'attends vraiment, c'est un gros travail de fond sur le mobile. On attend la révolution mobile. Free devrait adresser
de manière totalement innovante le marché du subventionnement du mobile si la législation bouge. On parlait aussi de simplification des offres, ou en tout cas peut-être de boost. Le forfait à 2 € mériterait d'être un petit peu revu à la hausse. Il va falloir résoudre ce problème-là aussi de forfait intermédiaire. On en a parlé à de nombreuses reprises. C'est pas un forfait, c'est une offre promotionnelle pour basculer ensuite vers un autre point. Il manque un forfait intermédiaire périn sans augmentation au bout, sans bascule à la fin de la première année. Sur le fixe, je pense qu'on est quand même pas trop mal avec les Freebox actuels. On est sur une nouvelle génération, donc Free compte énormément sur la Freebox Pop, Delta Pop. On va voir aussi ce que Free va faire de la Mini 4K et de la Révolution. Alors Free est un petit peu... a l'air un petit peu indécis en tout cas sur la Mini 4K. Oui, il a plus ou moins enterré la Mini 4K qui est revenue. On parlait aussi de simplification des offres fixes. Là, on se retrouve avec combien d'offres ? 4 offres. 4 offres. Donc, à voir si ça bouge prochainement. Là, tu parles de nouvelles choses. Il y a des choses pour lesquelles Free a toujours été mauvais. En l'occurrence, les durées de livraison des nouvelles Freebox. C'est encore le cas. Il n'a toujours pas progressé à ce niveau-là. C'était déjà le cas quand il y avait la Freebox Révolution. Il fallait plusieurs mois d'attente pour recevoir, notamment en migration, sa Freebox Révolution. Il ne s'est toujours pas amélioré. En 22 ans, les abonnés qui ont demandé une migration Freebox Delta Plus Pop attendent 6 mois. C'est quand même incroyable, c'est un record. C'est beaucoup trop. On n'a jamais attendu aussi longtemps, donc non seulement il ne s'améliore pas, mais avec la Révolution, c'était presque 6 mois, non ? Dans certains cas. Non, c'était quand même moins de 6 mois, mais il n'avait pas lancé l'immigration au même moment. Donc, alors que là, tout était lancé. Mais c'est vrai qu'il va falloir déjà au moins les domaines dans lesquels il a déjà pêché par le passé, il pourrait au moins s'améliorer là-dessus. Il y a des endroits où il réussit. Par contre, la bande 700, il a mis à fond dessus et ça lui réussit pour le réseau 5G. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il oublie la 3,5 pour ne pas se faire distancer par Orange. C'est-à-dire qu'il a 5G, là, il déploie à fond sur la 700, il a une super couverture, mais qu'il n'oublie pas la 3,5 aussi. Sur le mobile, on peut moins lui faire le reproche parce qu'il a construit son réseau mobile plus rapidement que les autres opérateurs. Oui. Il a fibré quasiment toutes ses antennes. Sur le mobile, évidemment, il a commencé plus tard que les autres. On peut pas trop en vouloir. Oui, mais il est quand même attendu en tournant sur la 5G, puisque là, il part quand même sur un certain pied d'égalité avec les autres opérateurs. Il a même le plus grand réseau. Hein, il a fait un bon choix, maintenant, il faut qu'il concrétise. Sur le mobile, il n'y a pas trop... Il n'y a pas trop de critiques à faire, effectivement. Par contre, sur les box, et ce qui est dérangeant aussi, c'est que ceux qui ont pris de la Freebox Delta ou la Freebox Pop, pour lesquels on avait annoncé de nouveaux services qui devaient arriver régulièrement. Ouais. Je ne vais pas rappeler les Dolby Atmos pour la Freebox Delta, et je le rappelle quand même. C'est vrai que là-dessus, Free doit se concentrer un petit peu. Ça paraît quasiment inadmissible qu'on ne puisse pas avoir les services pour lesquels on a faire attention aux pré-annonces, puisqu'il y a quand même une grosse communauté derrière qui après est dans l'attente d'eux. Et forcément, ça les pénalise. Je suis d'accord sur le fait que Free doit se concentrer un petit peu sur la fidélisation et la satisfaction un petit peu des abonnés. On a quand même énormément de retard pour certaines fonctionnalités. On voit aussi, lorsqu'on suit un petit peu le bug tracker, pas mal de bugs qui apparaissent et qui sont assez récurrents. Alors certes, les développeurs, ils sont pas omniscients, ils peuvent pas tout faire, mais mine de rien, Free depuis quelques temps. Justement, Free a changé un petit peu sa façon de fonctionner. Par exemple, pour Oki, ils ont vraiment créé une filiale, une société qui s'occupe que d'Oki. Avant, c'était un petit peu tout le monde. Bien sûr, mais il y a encore des bugs qui reviennent. C'est ça que je veux dire. Ils ont changé l'organisation, mais finalement... Free a annoncé tout un tas de nouveaux projets. On a le lancement dans le monde des entreprises, on a la révolution mobile, et ils travaillent déjà sur la V9. Cependant, au niveau de la satisfaction et la satisfaction des abonnés, il serait peut-être un petit peu appréciable de lever le pied sur les tout nouveaux projets et révolutionner tout pour d'abord stabiliser un petit peu le contentement de ses abonnés. En tout cas, c'est à mon sens... Je veux parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais en tout cas, sur les premières Freebox, effectivement, il y avait des nouveaux services qui sortaient quasiment tous les 15 jours. Il y avait une nouveauté qui sortait sur les Freebox parce qu'ils se mettaient à fond dedans. Et là, on a l'impression qu'une Freebox est sortie. On a un peu l'impression qu'elle est un peu abandonnée au détriment d'autres projets qu'a Free. Sur la Freebox Delta, on ne peut pas dire qu'il y a eu énormément d'évolution depuis la sortie. Ça avait quand même. Est-ce qu'avec le plan Odyssey 2024, il s'est pas donné trop d'objectifs au point de lancer ses objectifs et de ne pas trop les entretenir après. Ça peut être parfois le ressenti de certains abonnés, j'ai l'impression. Après, vous voyez que chez Free, il y a quand même un bug tracker. Nous, Univers Freebox, on relaie au mieux, on en parle. Il y a une vraie communauté, donc forcément sur Twitter, on va retrouver j'ai un bug par-ci, j'ai un bug par-là. Bien sûr. Chez les autres opérateurs, ça n'existe pas. Donc en fait, une box, elle est forcément buggée. Je vous promets que la Livebox, elle n'est pas parfaite en tout point dans son utilisation. Il y a aussi des bugs. On en parle moins. Donc Free est vraiment aussi
sous le feu des projecteurs de ce C'est vrai. côté-là. Donc, Non, en termes d'annonce de nouveaux services et puis Oui, mais en termes de- d'évolution. Alors effectivement, on peut dire sur la Freebox Delta, Amazon Prime a été inclus par la suite, mais il n'y a pas vraiment de nouveaux services, les machines virtuelles qui concernent quand même peu de monde. Après, ce qui est dommage aussi, c'est, pour revenir sur les bugs, c'est qu'à souvent, à chaque sortie de Freebox, les premiers abonnés font un petit peu office de bêta-testeurs. Donc Ce il faut qui est au moins ressenti un petit peu, au moins un an avant que ce soit au point. Je suppose que chez les autres opérateurs, quand même, les box à leur sortie sont moins buggés. Oui. Il y a moins de services dedans, donc forcément il y a moins de chances d'avoir des bugs. Mais pour la Freebox Delta, ça fait quand même... Et puis ça, mine de rien, même s'il y a moins de services, je veux dire, c'est quand même, mine de rien, quoi qu'il arrive, le travail de l'opérateur d'essayer de fournir une box le moins buggée possible. Alors c'est sûr que Free est très ambitieux dans ses box, mais malheureusement, c'est les abonnés qui en font les frais. Donc pour vous résumer un petit peu, vous pensez déjà qu'il faut qu'il termine le travail qui a été commencé Voilà, avec les box actuelles avant de se lancer dans de nouveaux projets. Même si je suis très curieux quand même de son lancement sur les offres professionnelles. Ah, t'es pas du tout professionnel. Il va se lancer sur les offres pro. Oui, non, mais toi, mais ça- moi ça- je suis ça me curieux. paraît pas. Ah bon, t'attends je ça- bosse dans, non, mais je bosse dans les télécoms. priorité, oh, d'accord. Non, mais je bosse dans les Mais télécoms, c'est ton forcément choix. que je suis Moi curieux. j'ai une Freebox Delta, j'attends d'avoir des services sur ma Freebox Delta qui ont été pris. Voilà, c'est là-dessus qu'on termine et on va se friter encore une fois qu'on aura coupé les caméras. En tout cas, on vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour Totalement Vibrer, tous les jours évidemment sur universfreebox.com et on vous souhaite un bon week-end, bonne semaine, ciao.